Donc ma communication porte sur la formation des professeurs des écoles à la philosophie avec les enfants, en tant que cette formation pourrait peut-être constituer une voie d'accès vers l'éthique enseignante. Voilà. Donc la formation à visée philosophique présente de nombreux intérêts du point de vue de la formation professionnelle des enseignants. D'abord parce que la gestion des interactions langagières et sociales entre les élèves est un aspect important dans la discussion à visée philosophique, mais aussi chaque jour, et cela quels que soient les champs disciplinaires enseignés. Ensuite, parce que la pratique de la discussion philosophique peut faciliter la gestion de la classe et constitue un apprentissage du vivre ensemble. Et elle forme également un exercice démocratique dans la mesure où les DVP, bon maintenant voilà, tout le monde connaît le terme DVP, hein, enfin le sigle, dans la mesure où les DVP, donc discussion à visée philosophique, si vous dormiez quand quelqu'un l'expliquait, permettent de traiter donc de sujets diversifiés dont l'intérêt est partagé, commun, mutuel, formant des objets d'interaction libre entre tous les élèves, de manière égalitaire et sans distinction d'aucune sorte parmi les élèves. Ceux-ci sont donc amenés ainsi à progresser ensemble dans leur raisonnement, dans leur manière d'ajuster leurs propos, ce qui favorise la construction de la communauté de la classe. Les enfants dans la DVP font l'expérience d'une vie sociale au sens où les intérêts de chacun se répondent, se complètent, s'ajustent, sont écoutés et pris en compte. Alors l'enseignant dans ses pratiques, dans ses échange ne fait pas figure d'autorité externe, qui est une expression de John Dewey, mais il guide autant les intérêts de chacun que ceux de la communauté à travers les prises de parole. Alors on retrouve justement ici, dans cet exercice, l'une des définitions que John Dewey donne de la démocratie, à savoir, je le cite dans la traduction en français, qu'une démocratie est plus qu'une forme de gouvernement, elle est d'abord un mode de vie associé, d'expériences communes communiquées. Alors avec la discussion à visée philosophique, on entre ainsi dans une manière d'aborder la démocratie orientée sur le vivre ensemble, ce que permet alors aussi bien sûr la création des règles avec les élèves, hein, c'est un aspect assez classique, mais ce n'est pas ce qui va m'intéresser aujourd'hui, car plus spécifiquement, dans le cadre de la discussion philosophique, l'apprentissage de la démocratie va être davantage orienté sur le parler ensemble, sur le fait de délibérer les uns avec les autres. Donc ce qui se met en place, c'est en quelque sorte la pratique d'une démocratie directe dans l'espace restreint de la classe. Une démocratie donc centrée sur des conduites langagières, sur des manières de se parler les uns avec les autres. Alors, dans cet exposé, je vais souvent utiliser l'expression de pratique philosophique, expression qui centralise un peu le nœud de ma réflexion et qui ne vise nullement à en exclure d'autres expressions que j'utilise aussi d'ailleurs, comme celle de discussion à visée philosophique. Mais le terme de pratique m'intéresse ici parce qu'il me permet de mettre l'accent sur ce qui constitue un peu la trame de mon exposé, à savoir les pratiques discursives et la réflexivité sur ces pratiques. Alors le terme important, diaporama, c'est celui de réflexivité, à savoir que toute ma réflexion est orientée vers cette réflexivité de nature métadiscursive, donc on est du côté de l'analyse des discours, dont il est possible de faire une compétence démocratique, comme je voudrais essayer de le montrer. En effet, la discussion à visée philosophique ne peut pas être seulement centrée sur le fond, voilà des choses qu'on a déjà beaucoup dit. Hein. C'est-à-dire que la philosophie à l'école n'est pas simplement un débat d'idées. Ce n'est pas non plus centré sur la forme, au sens où il ne s'agit pas de se limiter à la recherche de mots justes, les bons mots, ceux qui sont précis, bien que cette recherche-là soit absolument cruciale et qu'on ne puisse pas s'en passer, bien sûr. Mais dans le but de développer l'esprit critique des élèves, on va plutôt chercher, enfin en tout cas je vais plutôt chercher, c'est un peu mon point de vue, hein, à mettre en place des interactions langagières qui permettront aux élèves de questionner les conditions de possibilité et de validité du discours, de la parole, des opinions, des idées qui seront émises par les uns et les autres, et émises y compris par eux-mêmes. Donc la pratique philosophique que je vise ici s'appuie sur le développement d'une compétence discursive
métadiscursive, réflexive, laquelle consiste en un questionnement sur les discours, un questionnement sur leur validité, sur leurs présupposés, sur leurs corollaires, que l'on peut tenter de déceler en repérant et en questionnant des indices, par exemple des indices de type linguistique, et en s'exerçant à une vigilance devant ces indices. Alors, une telle démarche apprend à l'enfant à raisonner, à analyser, et elle constitue un mode d'exercice de l'esprit critique, puisqu'il s'agit, à partir d'un questionnement sur la langue et sur les choix linguistiques, notamment lexicaux, donc il s'agit d'apprendre à dépasser les évidences et les préjugés, d'examiner les conditions de validité ou d'invalidité d'une proposition, éventuellement de la proposition contraire, et d'identifier les possibles corollaires, donc les conséquences directes des propositions. Cette attitude face à la langue, que j'appelle réflexivité, constitue une compétence qui permet de comprendre que dans les énoncés que nous produisons et que nous entendons, il y a des arrière-plans de différentes natures, culturelles, idéologiques, etc., mais aussi des arrière-plans très subjectifs, lesquels correspondent à nos pensées, nos idéaux, nos désirs, notre vécu, etc. Ces arrière-plans prennent des formes linguistiques à travers lesquelles il s'agira d'identifier des contenus implicites, des présupposés, donc en somme de faire des inférences. Mais dans mon propos, s'il s'agit bien d'amener les élèves à faire des inférences, c'est dans le but de leur donner des habitudes de comportement et de conduite langagière qui vont se traduire par une mise à distance réflexive des discours, les siens et ceux des autres. En somme, il s'agit de construire dans la durée une compétence citoyenne, diaporama aussi, que je définis, on pourrait mettre la définition aussi, comme le refus, cette compétence citoyenne, donc je la définis comme le refus de toute adhésion entière et spontanée au discours sans examen critique de ceux-ci, ce qui va supposer avec les élèves un travail sur 2 niveaux, donner l'habitude du réflexe métalinguistique et transmettre les outils qui permettent de questionner les idées, les opinions, les idéologies, etc. Alors, cette réflexivité à laquelle je m'intéresse joue un rôle fondamental dans l'esprit critique des élèves et elle soulève une question importante pour moi en tant que formatrice en formation transversale des enseignants. Et cette question, c'est la suivante. Dans le cadre de l'enseignement et de l'éducation à la citoyenneté, comment peut-on former les enseignants au développement de l'esprit critique des élèves et en quoi cette formation peut-elle contribuer au développement de la posture éthique des enseignants? Ce questionnement sur l'éthique professionnelle enseignante en tant que capacité à développer chez les élèves une vigilance critique face au discours est né de l'urgence pour le monde d'aujourd'hui de se prémunir contre un certain nombre de dérives qui se propagent beaucoup à travers les réseaux sociaux, comme par exemple ces sujets délicats et polémiques que sont le complotisme, le climato-scepticisme, les affaires anti-vax et la négation de l'existence du virus du Covid, les fake news en tout genre propagées dans un premier temps par quelqu'un dont le statut de président des États-Unis pouvait rendre crédibles les informations. Donc, pour moi, tout ça, c'est apparu comme une vraie question de formation des enseignants qui se posait à partir de l'urgence de viser une compétence citoyenne pour le monde dans lequel nous vivons et même pour le monde d'après. Donc, tout à l'heure, on a parlé un petit peu, Jean-Jacques Rousseau a été évoqué. Jean-Jacques Rousseau, dans Émile ou l'éducation, 1762, il écrit « Nous vivons dans le temps des révolutions ». Et du coup, il faut élever un enfant, non pas pour le monde d'aujourd'hui, mais le rendre capable plus tard d'affronter la vie. C'est pour ça qu'il décide d'élever un noble plutôt qu'un paysan, parce que le paysan, lui, il sait faire des choses, il saura toujours se débrouiller, alors que le petit noble ayant l'habitude d'être servi, il ne sait rien faire de ses 10 doigts, il ne sait pas être autonome de quoi que ce soit. Donc voilà, préparer l'enfant pour le monde de demain plutôt que d'aujourd'hui, c'est finalement lui donner des compétences assez transversales. Donc cette compétence, moi je la qualifie de vigilance critique devant les discours et c'est une manière de comprendre ce que peut être aussi le développement de la pensée critique à l'école. Alors, qu'est-ce que cette vigilance critique et à quelle pratique discursive renvoie-t-elle et en quoi consiste-t-elle précisément pour les élèves?
Alors, développer la vigilance critique des élèves, c'est les amener à évaluer leurs propres affirmations, leurs propres opinions et idées, mais aussi celles des autres. Et ce que j'entends ici par évaluer, c'est un peu en faire la généalogie. Donc, Edwige disait ce matin autopsie, voilà, ça renvoie quand même à la même idée. Donc, autrement dit, s'essayer à la philosophie à l'école élémentaire, c'est entre autres, c'est pas que ça bien sûr, mais c'est entre autres, selon la proposition que je fais ici, apprendre à examiner sur quoi reposent les affirmations et les opinions des uns et des autres. C'est examiner les fondements des idées et des opinions qui circulent dans la classe, leur bien fondé, leur légitimité si elle existe, et c'est partir en quête des présupposés contenus dans une question ou dans une affirmation, et c'est s'arrêter sur certains mots pour en identifier les connotations et éventuellement comparer le choix de tel mot plutôt que de tel autre. Donc, si on se demande ce que peut être une discussion à visée philosophique à l'école, l'une des réponses que je voudrais donner est que la discussion philosophique amène à réfléchir aux conditions de possibilité d'une question et des propositions que l'on peut faire, de leur validité, à identifier donc un certain nombre de présupposés, de critères, de paramètres, etc., qui font qu'il est légitime ou pas de se poser telle question. On a donné tout à l'heure l'exemple de qu'est-ce que moi juste. Donc là aussi, peut-être que le fait de poser cette question, ça soulève peut-être le problème que c'est pas si évident que ça de dire ce qui est juste, et pourtant on voudrait que la notion de justice soit universelle. Alors, est-ce qu'il y a une relativité de cette notion de justice? Sur quoi elle est fondée, cette question? Donc, c'est un petit peu dans cet esprit-là. Et donc, on va chercher à favoriser un esprit critique chez les élèves, un regard critique, qui est aussi une attention sur le fait que les mots peuvent être des signes qui, justement, font signe vers un au-delà du sens littéral et du sens premier que paraît avoir un énoncé. Former les enseignants à la pratique de la philosophie à l'école implique donc de travailler avec eux sur les questions et leurs formulations. Cela implique de leur permettre de transformer une thématique en problème, de telle sorte qu'elle puisse déboucher sur une pratique philosophique à l'école qui, encore une fois, ne saurait se limiter à un débat d'idées. Au contraire, on amènera les futurs professeurs des écoles à formuler des questions qui permettent aux élèves de construire une sorte de genèse du problème posé, de ses implications, de ses présupposés sur lesquels la question peut éventuellement reposer. Et pour ce faire, on peut par exemple s'appuyer sur la recherche de paradoxes. Donc je vais donner un exemple qui a fait partie de nos échanges par email ici à l'Inspé de la Polynésie. Les collègues du projet Philéac ont voulu contextualiser les thématiques et ont proposé celle de l'insularité. Donc si on soumet une telle thématique en formation des enseignants, ça nécessite d'amener les étudiants ou les professeurs des écoles à construire une question qui va éviter l'écueil de l'échange d'opinions et de discussions de salon, où chacun raconterait son expérience, donnerait son avis sur l'insularité. Donc, ce n'est pas du tout ça. Alors, parler de son vécu de l'insularité ou donner son avis, ce n'est pas inintéressant, mais si on cherche à développer l'esprit critique des élèves, cette approche n'est pas du tout suffisante. Donc, on peut, en formation des enseignants, par exemple, partir des représentations de nos étudiants sur cette thématique de l'insularité et puis faire chercher des paradoxes. Et donc, c'est quelque chose que j'ai fait en formation, justement. Et donc, on peut un peu aboutir à des questions du genre en quoi l'insularité peut-elle être une ouverture sur le monde? Et formuler plus simplement pour les élèves, cela pourrait donner l'insularité est-elle une ouverture sur le monde? Alors, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une question avec un paradoxe, puisque, a priori, qui dit insularité dit isolement. Or, on veut que les élèves apprennent à dépasser leurs préjugés, puisque ça fait partie aussi du développement de la pensée critique. Mais là, si la formulation invite à répondre par oui ou non, c'est bien sûr le guidage et l'étayage de l'enseignant qui fera toute la différence pour amener les élèves à comprendre que la question contraire pourrait aussi bien être posée, mais aussi que cette question implique de dépasser une première approche de l'insularité, donc conçue comme un enfermement ou un isolement. Donc il s'agit de confronter deux thématiques a priori opposées, l'isolement et l'ouverture au monde, ce qui implique de se demander ce qu'est l'ouverture au monde et de déceler qu'une telle question implique une manière de vivre qui, bien que insulaire, ne consiste pas en un repli sur soi. Donc c'est une question qui pourrait aussi inviter
à considérer comme un élément positif le fait d'être ouvert sur le monde. Parce que c'est vraiment un élément positif, ça peut donner lieu à des discussions. Alors, à partir de ce genre de discussion, pourquoi la formation au débat, enfin, la discussion philosophique avec les élèves, pourquoi est-elle pertinente dans le cadre de la formation éthique des enseignants? Alors, l'éthique des enseignants, c'est un gros thème, hein, on peut dire beaucoup de choses, ça va renvoyer à la laïcité, alors à la neutralité, non pas au sens de la neutralité comme la Suisse, mais l'incarnation des valeurs, la neutralité. Neutre en tant qu'enseignant, c'est que je vais ramener des élèves à des valeurs aussi, hein, le devoir de réserve, etc. L'éthique, ça va aussi à tout ce qui concerne l'étayage et la parole. Donc, à mon avis, c'est important que la formation à l'éthique professionnelle soit aussi une formation qui amène les futurs professeurs des écoles à savoir analyser les discours. Encore une fois, parce que je pense que l'enjeu est très important pour le monde d'aujourd'hui, où on entend tout et n'importe quoi. Alors, c'est pas nouveau, on se souvient de ce grand philosophe Coluche qui disait que la seule chose de vrai dans un journal, c'est la date. Bon, on peut dire la même chose des réseaux sociaux aujourd'hui. Il faut se méfier des discours. Alors, les enseignants ont tous pour mission, bien sûr, dans le premier degré comme dans le secondaire, de former des citoyens éclairés, c'est-à-dire des gens capables, justement, de repérer quand des discours visent à éclairer et quand, au contraire, des discours visent à dissimuler, à obscurcir. À mon avis, c'est une urgence éthique aujourd'hui de développer chez les élèves une compétence herméneutique. Alors, on l'a vu ce matin par le biais de la littérature notamment, une compétence herméneutique qui nécessite un apprentissage alors dans la durée au moins de l'école élémentaire ou maternelle jusqu'au lycée. Alors, cette compétence, qu'est-ce qu'elle vise? Elle vise donc à savoir repérer les discours univoques qui ne laissent que peu de place à la discussion. En réduisant la possibilité polysémique des mots, à repérer la plurivocité des discours qui vient du contexte d'emploi des mots, à savoir identifier les utilisations symboliques du langage, à savoir quand le langage dit autre chose que le sens littéral et quand il le dit autrement. Elle permet de penser aussi le rôle du maître dans le débat philosophique. Donc le maître amène les élèves à justifier leur point de vue, leurs propositions, leurs idées. Il les amène à formuler des hypothèses. Donc il a un rôle émancipateur au sens de Rancière, qui est donc un rôle de guidage aussi, puisqu'il va veiller à ce que les élèves questionnent le langage, leur propre choix langagier. Donc, c'est une formation à l'éthique, elle peut avoir 3 axes quand elle est centrée sur l'analyse des discours. Donc, voilà, apprendre à analyser les discours, transformer une thématique en questionnement philosophique, apprendre à diriger sa parole pour laisser la parole de l'élève s'ouvrir. Et alors, j'ai plein de pistes linguistiques à vous donner, mais je ne vais pas vous les donner. Par contre, je vais juste donner quelques exemples de quelque chose que j'ai fait sur une séance de formation avec les M2PE pour justement travailler sur cette question du langage. Donc, j'avais une séance où on a travaillé sur 3 thématiques. Les slogans publicitaires, les arguments des climato-sceptiques et comment on peut les démonter. Et je vais garder le sujet le plus polémique pour la fin, c'est-à-dire les anti-vax, en donnant un extrait d'un site anti-vax, la façon dont les idées étaient formulées, pour voir comment on pouvait un petit peu les questionner. Donc, par exemple, sur les slogans publicitaires, il y a une thématique qui m'intéresse particulièrement, qui n'est pas juste une thématique pour les slogans publicitaires, mais une thématique pour apprendre à se méfier généralement des discours, qui est quelle est l'image pour l'interlocuteur qui est donnée dans les discours. Et donc, bien sûr, les slogans publicitaires sont une mine d'or pour travailler sur tout ça. Donc, sans faire de publicité, je vais vous donner, désolée pour la trivialité de mon propos. Donc, Actimel renforce vos défenses naturelles. Alors, c'est assez rigolo. Enfin, rigolo, non, en fait. Actimel renforce vos défenses naturelles. J'ai envie de dire, mes défenses naturelles ont besoin d'être renforcées. Je suis quelqu'un qui cherche à prendre soin de ma santé. Donc, il y a quand même une image du destinataire qui apparaît dans les slogans publicitaires. Et puis après, on peut faire exactement la même analyse sur des thématiques beaucoup plus graves qui concernent notamment le Covid. Bonjour Poirava. J'ai bientôt fini, je te ferai ma conférence en privé après ça. Aussi, le slogan pour Champomy, sans alcool, la fête est plus folle. Donc là aussi, c'est un slogan, voilà.
Oui, Fleury Michon, elle n'est pas belle la vie, c'est-à-dire si on est du genre à profiter de la vie, c'est qu'on mange de la charcuterie et du cassoulet en conserve. Bon, voilà. En fait, c'était un petit peu l'idée de voir un petit peu quelle est l'image du destinataire que la publicité construit. Alors, le deuxième axe d'étude que je leur ai proposé, c'est les climato-sceptiques. Et là, j'ai pris des exemples sur le site de Greenpeace. Et là, le travail était tout fait, tout prêt, tout mâché. C'était génial. Non, ça, fallait pas le dire. Et en fait, ça permettait de faire analyser comment on s'y prend pour lutter contre les préjugés, les raccourcis de pensée, la fausse information. En fait, pour moi, l'urgence, elle est là, quoi, dans la formation éthique, parce que je vois tellement de gens qui croient à des bêtises de toutes sortes. Et donc, sur le site de Greenpeace, ils ont toute une partie qui s'appelle « Que devez-vous savoir sur les climato-sceptiques ?» Donc, il y a une définition. Et après, ils prennent chaque argument, enfin plusieurs arguments des climato-sceptiques et ils le démontrent complètement. Et on voit à quel point ces arguments des climato-sceptiques sont fallacieux. Et pourquoi ? Parce que c'est toujours des raccourcis de pensée, des simplifications extrêmes. Et voilà, au bout d'un moment, il y en a assez, quoi, de ne pas penser, de ne pas réfléchir. Donc voilà, exemple, le climat change tout le temps, c'est pas nouveau. Alors voilà, en fait, si vous voulez savoir comment démonter ces arguments, vous irez voir sur le site de Greenpeace. Hein. Je ne vais pas vous mâcher tout le travail. Après, il n'y a pas de réchauffement climatique, il faut encore froid. Voilà, ça, c'est les arguments. Le réchauffement est dû au soleil. Voilà. Alors après, le dernier thème, c'était Covid, vaccin et anti-vax. Et donc là, mon objectif, c'était de travailler sur la manipulation des sources. Et donc on voit bien comment, par exemple, le site Réinfo Covid, comment il manipule les sources, en simplement des allusions, en prenant des petits bouts d'articles et en ne citant pas la totalité. Pourtant, il cite des revues tout à fait importantes, mais de manière très partielle. Ils en tirent des conclusions absolument générales. Et c'est bourré d'implicites. Hein. Oui, les vaccins ARN n'ont au mieux aucune efficacité contre les variants. Donc voilà, on voit bien qu'ils ont au mieux aucune efficacité. Ah bon, donc il y a peut-être quelque chose de terrible qui nous attend. Au mieux, mais au pire, c'est quoi? Donc il y a tout cette manipulation du langage et donc tous les adultes se font avoir, y compris les profs de philo. Moi, j'ai des amis profs de philo sur Facebook qui partagent des trucs. À chaque fois, ils disent mais vérifie tes sources, quoi. T'es con, quoi. Voilà, pour reprendre le slogan du colloque. Voilà. Donc, c'est cette vigilance sur les sources, sur le langage, que nos étudiants n'ont pas forcément, justement. En faisant ce petit travail-là, on a des étudiants qui viennent de différentes filières, donc ils n'ont pas suivi les filières d'excellence dans les études de lettres et de philo. Donc, non, mais bon, plus sérieusement, l'analyse des discours, je pense que c'est fondamental dans la formation à l'éthique professionnelle et c'est ma conclusion. Voilà. Merci beaucoup. Donc là, on va prendre deux, trois questions. D'autres commentaires. Moi, j'avais une question. Pardon, j'ai peut-être voulu la poser à quelqu'un. Donc, c'est une approche très intéressante de l'éthique professionnelle, je trouve, avec des enjeux vraiment majeurs. Mais souvent, ce qu'on souligne, on peut faire aussi tout ce qui est éducation critique aux médias, voilà, l'EMI version vraiment critique, qui va dans le même sens, un peu ce que tu as fait là avec ta séance. Mais souvent, on souligne le paradoxe, c'est-à-dire que le complotisme, les anti-vax, tout ça, les climato-sceptiques, prétendent s'inscrire dans une pensée critique. Oui. Dans une pensée qui est peut-être pseudo-critique, mais c'est pour ça que ça peut tenter parfois même des collègues philosophes de se dire, ah bah oui, c'est-à-dire que ça crée cette espèce de scepticisme, justement, à l'égard d'un discours dominant qui apparaît aussi comme sujet à caution. Donc le problème, c'est comment faire la part entre une critique fallacieuse et une vraie critique. Oui. Il ne s'agit pas effectivement de développer des compétences à dire amen à tout ce que vont dire les gouvernements, l'État, etc., mais plutôt de chercher à se forger une opinion par soi-même, chercher les sources, quoi. Après, sur ces questions polémiques des vaccins et du Covid, il y a tellement de bêtises qui ont circulé que, bon, après, il faut, et des raccourcis de pensée aussi, qu'en remontant... après, on va se faire son idée, quoi. L'idée, c'est à chaque fois de comment accepter
entre guillemets, les informations, en tout cas ce qui se diffuse et qui se témoigne de l'information, ne pas le prendre pour argent comptant, mais de questionner les sources, de remonter assez loin. Donc, quand par exemple, il y avait eu les polémiques sur l'ARN messager, justement, et qu'on ne pouvait pas faire un vaccin aussi vite. Bon, après, l'ARN messager, il y a eu un prix Nobel de médecine, je ne sais plus, en 65, donc ce n'était pas un truc nouveau. Donc, après, ça ne veut pas dire que c'est bien, j'en sais rien, je ne suis pas médecin, justement, je ne suis pas médecin, et c'est peut-être bien aussi que les gens restent à leur place au lieu de devenir des spécialistes de tout. Hein. Donc, on n'est pas des spécialistes de tout, mais on peut chercher, se forger son opinion, et après, ça reste juste une opinion, et le danger, c'est quand une opinion prend le statut d'information, de vérité scientifique, voilà. Donc, voilà, c'est un petit peu ça, quoi. Merci beaucoup. Ça suscite beaucoup de réflexions chez moi parce que ça renvoie à un domaine qu'on interroge sur le statut même de la rationalité. Quoi. En tendance, ce que je me demande, c'est suffit-il de démonter les arguments, quoi. Non, non, ça ne suffit pas. Bien sûr. Tu vois, non, mais ça ne suffit pas, sinon il n'y aurait pas de fumeurs. Vous avez vu tout ce qu'il y a écrit sur les paquets de cigarettes. Si la rationalité, ça suffisait. Et comment nous, du coup, on essaye de travailler alors en philosophie ou en pratique de la philosophie sur quelque chose qui reste quand même a priori notre outil critique, mais qui n'est pas partagé par ouais, mais voilà. s'adresse et qui du coup voit le statut de la bêtise et de la rationalité étant oui. entremêlés dans une question de légitimité qui va de soi peut-être pour nous philosophes, mais pas nécessairement pour une partie de la population qui est peut-être susceptible de le regarder comme quelque chose qui relève de, je le dis comme ça me vient, d'une lutte des classes, tu vois, et qui nous questionne, enfin moi en tout cas, en me demandant comment on fait avec ça. C'est une remarque plus qu'une question. Oui, bah, moi personnellement j'ai renoncé à essayer de convaincre les gens qui restaient sur leur position comme ça. Mais par contre, du point de vue de la formation, je pense que c'est quand même notre rôle aussi d'amener une vigilance, quoi, de faire attention aux discours de toutes sortes, et quand même la question des sources, quoi. Les gens croient qu'il y a une photo sur Facebook avec une légende, ça devient vite la vérité. Mais sur absolument tous les sujets, quoi. Le détournement de l'image, je ne sais pas pourquoi finalement l'image avec un texte, ça a autant de... C'est un pouvoir de vérité alors qu'on en est loin, quoi. Donc c'est oui, l'image, la facilité aussi de voilà, on a une image et une petite phrase, c'est facile, quoi. Et c'est facile de convaincre les gens avec des petites phrases bien plus qu'avec des grands discours finalement. Donc c'est cette facilité là qui est facile d'accès justement par définition. Mais donc je pense qu'on ne résoudra pas tous les problèmes de la société. On n'arrivera pas à convaincre les gens qui ne veulent pas être convaincus. Mais dans le cadre de la formation, je pense qu'il ne faut pas lâcher ça et amener vraiment les futurs enseignants à toujours... en tout cas, déjà, rien que remonter aux sources. Donc, voilà, de faire un petit peu cette généalogie de l'information, remonter aux sources de l'information. Déjà, c'est pas mal. Et après, chacun va se forger son idée. Voilà, c'est un petit peu ça. C'était dans l'ordre, c'était qui? Ou alors on prend deux questions. Oui, je vais essayer de faire vite. En fait, l'intervention que je viens d'entendre, ton intervention, elle me renvoie à cette question qui était rappelée par Edwige aussi, la vulnérabilité, en fait, notre vulnérabilité, notre propre esprit critique, en fait. Avant d'instruire l'enfant sur son esprit critique, se positionner soi et retrouver, enfin, se questionner sur notre possible absence d'esprit critique, souvent. Oui, c'est ça, mais enfin, oui, pour se questionner, ça c'est certain. Enfin, un jour, on arrête de se questionner, on fait plus grand-chose, quoi. Oui, mais en fait, c'est que l'enseignant est dans la position de celui qui sait. Bah, là, pas vraiment. Enfin, si on suit un peu le maître ignorant de Rancière, il n'est pas justement dans la posture de celui qui sait, mais de celui qui réfléchit avec, qui pense avec, qui apprend avec, qui construit avec, qui étaye, qui guide, qui oriente, mais il ne va pas justement avoir cette position magistrale, à mon avis. Et ce qui est un positionnement pas facile à tenir. Voilà.
Désolé, on est obligé de s'arrêter là. Il y a encore rien. Merci beaucoup.